En Somalie, les discussions entre le gouvernement et les États régionaux sur la tenue d'élections se sont achevées sans accord. Le pays devait initialement organiser des élections présidentielles et législatives avant le 8 février. En Birmanie, les manifestations contre le coup d'État s'intensifient, ce, malgré les arrestations. Et puis Abdelhamid Beba est le nouveau Premier ministre libyen par intérim. Ingénieur et homme d'affaires, Abdelhamid Beba a la lourde tâche de relever son pays, dévasté par 10 ans de guerre. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité au programme de Sika TV et bienvenue dans cette édition. Au Tchad, sans surprise, Idriss Déby Itno, le chef de l'État, a été investi candidat pour un 6e mandat à l'élection présidentielle du 11 avril par son parti. Après 30 ans au pouvoir, il fait figure de grand favori à cette élection. Reportage. Idriss Déby Itno, âgé de 68 ans, dirige le Tchad d'une main de fer, mais il est largement soutenu par la communauté internationale qui voit en lui un allié essentiel dans la lutte contre les djihadistes et un élément stabilisateur dans la région, alors que son pays est entouré d'États aussi faillis que la Libye, la Centrafrique ou le Soudan. L'armée tchadienne fournit au casque bleu de l'ONU au Mali l'un de leurs principaux contingents et passe pour la plus aguerrie des participants à la force conjointe du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Si l'émotion d'être investi candidat à une élection présidentielle est toujours forte, celle que je ressens aujourd'hui a une portée plus grandiose, a déclaré Déby devant les militants de son parti, le mouvement patriotique du salut, MPS. Permettez-moi, mes frères et sœurs, de vous dire que c'est après une mûre et profonde introspection que j'ai décidé de répondre favorablement à cet appel. Cet appel du peuple, a-t-il poursuivi, après avoir été désigné candidat par acclamation par les membres de son parti. L'opposition a appelé samedi à des manifestations pour réclamer plus de justice sociale et l'alternance politique qui ont été interdites par les autorités au motif qu'elles risquent d'engendrer des troubles à l'ordre public. Face à Idriss Déby, 12 responsables de partis politiques de l'opposition ont scellé mardi une alliance électorale pour présenter un candidat unique à l'élection présidentielle. La nouvelle a rapidement fait le tour du monde. Alors qu'il a officiellement déposé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle au Bénin il y a quelques jours, Ganiou Soglo a été la cible d'une attaque armée dans la nuit de vendredi par des inconnus. Blessé par balle, le fils de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a été admis vendredi soir en soins intensifs. Ganiou Soglo, l'un des 20 candidats à l'élection présidentielle du 11 avril, a été victime d'une attaque menée par des hommes armés non identifiés peu avant 20h dans la soirée du vendredi. Le fils de l'ancien président béninois Nicéphore Soglo venait de Zinvier, près d'Abomey-Calavi, lorsque le véhicule dans lequel il se trouvait a été stoppé par des arbres bloquant la voie. Plusieurs individus, 2 à 3 hommes, selon le récit de son chauffeur, ont fait irruption et ouvert le feu. Ganiou Soglo a été touché au thorax. Le chauffeur est parvenu à dégager la voiture et à prendre la fuite. D'abord admis aux urgences dans une clinique de Cotonou, Ganiou Soglo a ensuite été transféré au Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga, où il a été placé en soins intensifs. Selon un proche joint dans la soirée du vendredi, l'une des balles s'est logée près du cœur. Par la voix de son ministre porte-parole, le gouvernement déplore et condamne l'atteinte portée à l'intégrité physique de Ganiou Soglo. Il dit s'assurer de la diligence des investigations promptement entreprises par les services de la police républicaine afin d'élucider les circonstances et les mobiles de cette agression et d'en appréhender les auteurs. Nicéphore Soglo s'est rendu dans la soirée au chevet de son fils, tout comme plusieurs personnalités, dont l'ancien président Boni Yayi. Ganiou Soglo, fils cadet de l'ancien président béninois, s'était mis en retrait de la vie politique de son pays plusieurs années durant, après avoir été député et ministre. Ces derniers mois, il s'est à nouveau impliqué dans la sphère publique, multipliant les critiques à l'égard du pouvoir. Lundi 1er février, il a été l'un des premiers à déposer son dossier de candidature à la présidentielle d'avril prochain auprès de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Il faut dire que la police républicaine a ouvert une enquête suite à cette attaque. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Les participants au dialogue sur la tenue des élections en Somalie se sont séparés dos à dos. Les discussions ont en effet pris fin hier sans accord, alors que le mandat de l'actuel président s'achève bientôt. Ce dernier évoque une ingérence étrangère qui serait l'une des raisons de cet échec. Précision. Des discussions entre le gouvernement somalien et les États régionaux sur la tenue d'élections se sont achevées sans accord à quelques jours de l'expiration du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, surnommé Farmajo. Ce pays de la Corne de l'Afrique, confronté à la rébellion des Tchèbes, islamistes radicaux affiliés à Al-Qaïda, devait initialement organiser des élections présidentielles et législatives avant le 8 février. Sur les raisons de cet échec, les protagonistes se renvoient le tort. En effet, je vous dis qu'il y a une ingérence étrangère dans les processus électoraux nationaux en Somalie en général. Le président lui-même est la principale impasse des élections. Il n'en est pas question. Il est clair que le président du gouvernement fédéral est responsable de tous les problèmes car il veut truquer les élections. Dans une déclaration devant le Parlement, le chef de l'État Mohamed Abdullahi Mohamed, candidat à sa réélection, a affirmé que son administration avait fait des compromis, surtout pour tenter d'obtenir un accord de dernière minute lors de discussions avec les dirigeants régionaux. Il a cependant accusé le Jubaland et le Puntland, deux des 5 régions semi-autonomes de la Somalie, de ne pas avoir fait de compromis et d'avoir sabordé un accord antérieur pour organiser des élections législatives et présidentielles fin 2020 et début 2021. Reconstruire un pays en proie au chaos et aux divisions. C'est la priorité que se donne en Libye le Premier ministre élu lors d'un dialogue interlibyen sous l'égide de l'ONU. Après son élection, Abdelhamid Beba a pris la parole pour s'adresser à ses compatriotes et à l'opinion internationale. Suivons ici un extrait de son intervention. Je voudrais féliciter tous les Libyens d'avoir remporté ce succès important en convenant d'une nouvelle feuille de route politique qui ouvrira la voie à la fin du conflit et aux élections sur une base constitutionnelle et démocratique. Mon grand peuple libyen, la victoire d'aujourd'hui va au-delà de la victoire d'une liste indépendante. Elle symbolise l'unité nationale, la diaspora, la construction de la paix et l'accomplissement de la démocratie souhaitée. Je serai prêt à écouter et à travailler avec tous les Libyens, quelle que soit leur idéologie, leur appartenance ou leur région, pour le bien de la nation. Et je pense que la nation mérite cette coopération de nous tous. J'appelle tout le monde, sans exception, à se rallier autour de ce gouvernement pour entreprendre un travail sérieux pour la reconstruction du pays sur une base solide, à la hauteur des aspirations et des sacrifices de notre brave peuple. Le 34e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi à Addis Abeba. L'une des interventions qui aura marqué ce rendez-vous est celle du président américain. Dans un enregistrement vidéo, Joe Biden a adressé les vœux du peuple américain à l'Afrique et a évoqué les chantiers qui attendent d'être davantage investis dans le cadre du partenariat entre les États-Unis et le continent africain. Suivons l'intervention de Joe Biden à ce sommet. Hello everyone. I'm honored to send the best wishes of the people of the United States. Bonjour à tous. J'ai l'honneur de vous présenter les meilleurs vœux du peuple des États-Unis d'Amérique à l'occasion du 34e sommet de l'Union africaine. L'année qui vient de s'écouler nous a montré à quel point notre monde est interconnecté et nos destins sont indissociables. C'est pourquoi mon administration s'engage à renouer nos partenariats dans le monde entier et à reprendre le dialogue avec les institutions internationales comme l'Union africaine. Nous devons tous travailler ensemble pour promouvoir notre vision commune d'un avenir meilleur. Un avenir de commerce et d'investissement croissant qui favorise la prospérité pour toutes les nations. Un avenir qui favorise la vie dans la paix et la sécurité pour tous nos citoyens. Un avenir résolu à investir dans nos institutions démocratiques et à promouvoir les droits humains de tous, les femmes et les filles, les personnes LGBTQ, en situation de handicap et de toutes les origines ethniques, les religions et les cultures. Pour parvenir à cet avenir, nous devons aussi relever les défis importants auxquels nous sommes confrontés.
Il faut pour cela investir davantage dans la santé mondiale, vaincre la COVID-19 et travailler pour prévenir, détecter et riposter aux crises de santé publique futures et en partenariat avec les CDC africains et les autres institutions au service de la sécurité sanitaire. Élever nos ambitions climatiques et faire en sorte que les nations en développement puissent réduire les impacts climatiques qui causent déjà des souffrances et s'y adapter. Et pratiquer une diplomatie cohérente à long terme en connexion avec l'Union africaine pour faire face aux conflits qui coûtent des vies sur tout le continent africain. Rien de cela ne va être facile. Les États-Unis sont aujourd'hui prêts à être votre partenaire solidairement et à vous soutenir dans le respect mutuel. Nous croyons en les nations d'Afrique, en l'esprit d'entrepreneuriat et d'innovation dans l'ensemble du continent. Et face aux défis qui se présentent, même s'ils sont immenses, il ne fait aucun doute que nos nations, nos peuples, l'Union africaine sont à la hauteur de ceux-ci. J'espère que je pourrai être avec vous en personne la prochaine fois. Je vais toutefois vous remercier. Merci. Que Dieu vous bénisse. Avant de boucler cette édition, rendons-nous en Birmanie. La population ne capitule pas face à la machine militaire qui a pris la tête du pays. Et malgré les arrestations, les mesures de censure, les manifestants étaient à nouveau dans la rue pour dénoncer le coup d'État militaire. Des dizaines de milliers de Birmans manifestaient de nouveau dimanche, malgré la censure d'Internet et les arrestations contre le coup d'État militaire qui a renversé Aung San Suu Kyi en début de semaine. Les manifestants prévoyaient de se retrouver devant l'hôtel de ville, mais l'accès à la zone a été bloqué par des barricades et plusieurs groupes défilaient dans la ville où des policiers anti-émeutes ont été déployés en nombre. Aucun affrontement n'a été rapporté. Nous continuerons à nous rassembler jusqu'à ce que nous obtenions la démocratie. À bas la dictature, a déclaré Myo Win, 37 ans, sous un concert de coups de klaxon. La dictature est enracinée dans notre pays depuis trop longtemps, a déploré Mya Soe Kiaw. La Birmanie a déjà vécu près de 50 ans sous le joug de l'armée depuis son indépendance en 1948. Non loin de là, des contestataires brandissaient des pancartes « Respectez notre vote, libérez Motessu » en référence à Aung San Suu Kyi. D'autres agitaient des drapeaux aux couleurs de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie LND, et faisaient le salut à trois doigts, un geste de résistance. Malgré la peur dans un pays habitué aux répressions sanglantes comme en 1988 et 2007, des habitants sont de nouveau sortis dans les rues aux premières heures de la journée pour chasser les démons, les militaires en tapant sur des casseroles. Un autre rassemblement se tenait à Mandalay au centre. Samedi, des dizaines de milliers de personnes avaient déjà manifesté dans plusieurs villes pour condamner le putsch du 1er février qui a mis un terme à une fragile transition démocratique de 10 ans. Les militaires ont instauré l'état d'urgence pour 1 an, arrêté Suu Kyi, chef de facto du gouvernement civil, et d'autres responsables de la LND. Ce sera tout pour cette édition que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Bonne suite de programme sur Sika TV.